Donc bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le Campus Europe. On va commencer avec on va continuer avec le prochain atelier qui sera sur le couple franco-allemand au service du climat. Nous allons commencer par une intervention de Monsieur Sven Rösner de l'Office franco-allemand de la transition écologique et ensuite continuer sur une présentation de la European Champions Alliance avec Andrea Vaughan et Madame Cécile Garcia. Je vais passer le micro à Monsieur Sven Rösner sans plus attendre. Et si vous avez des questions, posez-les à la fin. Vous pouvez également les poser en ligne pour ceux qui nous suivent en direct. Et voilà, je vous remercie. Bon atelier. Merci beaucoup, Guillaume. Je vais essayer de ne pas me vautrer pour commencer. Bonjour, je m'appelle Sven Rösner, je travaille pour l'Office franco-allemand pour la transition énergétique. Et pour commencer, j'aimerais bien poser une question par rapport à vos activités. Qui d'entre vous travaille dans le secteur, ou pour le secteur de l'énergie déjà, ou dans un contexte de l'énergie? Deux, ok. Bon, on va faire la version un peu plus exhaustive alors. Ok. Tout ça, c'est peut-être... bon, je vais... Bon, juste un instant, ça va bien se passer. Ah, donc il n'y en a pas. Donc peut-être pendant que les collègues vont mettre en place la présentation. Ok. Donc on va faire son slide. C'est très bien. Donc du coup, pas la peine de garder là. Donc, alors j'ai demandé qui entre vous travaillait dans le secteur de l'énergie. Et c'est pour la simple raison que, bien sûr, la question climatique, elle dépend lourdement de la question de l'énergie. Donc, la transition énergétique française et la Energiewende en Allemagne sont des projets sociétaux qui vont, au fur et à mesure, donc transformer beaucoup d'aspects dans nos vies, pas uniquement sur le plan énergétique, mais également la façon dans laquelle nous consommons, comment nous allons travailler dans l'avenir. Et donc sur les slides, j'aurais bien voulu vous montrer un système énergétique un peu old school, comme on l'a connu encore dans les années 90, qui avait comme avantage qu'il était unidirectionnel. Donc, il y avait une production électrique qui était fournie en fonction de la consommation et donc c'était relativement simple de corréler les deux. Donc, il y avait à chaque instant la bonne quantité d'énergie pour l'industrie et pour les ménages. Il y avait comme petite soupape d'ajustement des interconnecteurs avec le réseau européen à travers du réseau de transport. Et donc, comme ça, les pays pouvaient se dépanner aussi en cas de besoin. Si, par exemple, en France, où il y a beaucoup de chauffage électrique, tout d'un coup, en hiver, il y avait une pointe de consommation que la France, comme en 2015, avait du mal à satisfaire. Il y avait donc de l'électricité qui venait des autres pays à travers de ces interconnecteurs. Les choses évoluent. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, oui, bah ça c'est très bien. Les technologies thermiques, pour une grande partie, surtout les plus polluantes, sont de moins en moins rentables.
En Allemagne, vous connaissez bien sûr le problème du charbon. Il y a différents phénomènes également à prendre en compte. C'est aujourd'hui, même si nous parlons de transition énergétique, nous pensons très vite à l'électricité. Mais en Allemagne, par exemple, l'électricité compte uniquement pour 20% de la consommation d'énergie primaire. Le reste, c'est par exemple du chauffage au fioul, au gaz à la maison. Ça peut être également le carburant que nous utilisons avec les véhicules thermiques. Donc tout ça, c'est pas propre, bien sûr, et c'est de moins en moins compétitif. Vous avez tout vu qu'actuellement, il y a une hausse de prix pour l'électricité. Forcément, ça a un impact sur la situation actuelle, mais ça ne va pas changer la grande tendance. Donc, on va à une migration vers l'électricité pour les usages, pour la protection du climat, et également parce que sur le plan microéconomique, c'est simplement plus rentable. Et on va sur la prochaine slide. Donc le nouveau système électrique que nous allons connaître au fur et à mesure, il va couvrir à 90% nos besoins en énergie. Ça veut dire qu'il faut beaucoup plus de capacité de génération. Donc il ne faut pas uniquement penser à décarboniser le secteur électrique tel que nous le connaissons aujourd'hui, donc avec le gaz, avec le charbon, aussi un peu de fioul. Mais il faut surtout anticiper également qu'il y a des voitures électriques qui vont arriver maintenant en force sur le réseau et également que le chauffage sera en très grande partie électrique et également que l'industrie qui compte en Allemagne un quart du PIB, en France c'est plus vers 15%, va au fur et à mesure décarboner certaines procédures. Vous avez tous entendu parler sans doute de la question de l'hydrogène. Ça, c'est un exemple. Donc aujourd'hui, l'hydrogène, c'est en gros un crack de méthane. Ça émet du CO2 pour pouvoir retenir un gaz moins noble qui est l'hydrogène. Demain, l'hydrogène, il sera fait essentiellement de l'eau en électrolyse, en fait. Donc ça émet de l'oxygène. C'est beaucoup moins critique. Donc il y a la part des usages qui va augmenter avec une charge qui sera beaucoup plus importante et on voit également des comportements qui changent. Par exemple, qu'il y a de plus en plus de foyers qui pratiquent de l'autoconsommation. Il y a également l'autoconsommation dans l'industrie qui a toujours existé en Allemagne mais qui va devenir renouvelable aussi. Donc, dans l'avenir, il y aura de multiples flux, pas uniquement dans un sens. Le surplus de l'énergie produite, par exemple, dans l'énergie, peut être injecté dans le réseau de distribution ou dans le réseau de transport. Pour les foyers, c'est la même chose. La mobilité va servir comme tampon. La batterie sera chargée ou déchargée aussi en fonction des besoins du réseau. Donc tout ça, ça nous amène à une situation qui est beaucoup plus compliquée à gérer, bien sûr, parce qu'il faut créer des potentiels de flexibilité pour amortir les différentes volatilités qui sont introduites par les renouvelables, mais également par les nouveaux comportements de consommation. Un facteur supplémentaire, ce sont les interconnecteurs qui précédemment servaient plutôt comme un vecteur de flexibilité. Maintenant, si par exemple il y a beaucoup d'énergie dans un pays, trop d'énergie, elle sera en partie évacuée par ces interconnecteurs en espérant que dans le pays voisin, il y a actuellement un manque ou une capacité d'accueil pour cette énergie. Donc, il faut réfléchir flexible, il faut réfléchir européen. Ça veut dire pour vous qui êtes ici aujourd'hui, qui travaillez donc dans le numérique, que le secteur électrique, il va également, avec ce qu'on pourrait considérer comme des problèmes, également développer de multiples opportunités parce que tous ces défis nécessitent une gestion.
ça veut dire très souvent en numérique, chose qui est en train de se développer, qui existe aussi depuis un certain temps, mais nous voyons quand même la multiplication de besoins en gestion digitale de ces différents points d'injection et de consommation, également les interfaces entre le réseau de transport et de distribution. Et là, donc peut-être on peut... oui. Donc on voit qu'il y a un potentiel beaucoup plus important pour des solutions innovantes et également, je dirais, un vrai défi pour la standardisation. On parle de protection de données, bien sûr, également. Ça va très probablement se passer en grande partie à Bruxelles, mais au niveau national, il y a déjà, je pense, la capacité plutôt de créer le savoir-faire pour la gestion de ces différentes technologies et également des marchés, parce que chaque interface doit trouver son modèle de rémunération. Vous êtes tous là aussi pour être profitable avec vos entreprises, bien sûr. Donc là, il y a des vraies opportunités parce que plutôt que de construire des capacités excédentaires la plupart du temps, qui sera appelé uniquement peut-être pendant 10% de l'année, il est peut-être plus intéressant de réfléchir à des systèmes de stockage ou ce qu'on appelle le Power to X, donc de faire d'une manière ponctuelle avec l'électricité et de la chaleur pour l'injecter dans des réseaux de chaleur pour chauffer des ménages ou pour fournir de la chaleur à l'industrie. Il y a également la question de l'hydrogène dont j'ai parlé à un instant, qui pourrait servir donc comme un vecteur de flexibilité et donc fournir un système durable, propre à l'industrie pour se fournir en hydrogène. Donc tout ça, on peut le voir comme des défis. Pour vous, ce serait peut-être plus intéressant de regarder ça comme des opportunités. Le système énergétique de demain, il sera propre, il sera électrique, il sera flexible, il sera surtout numérique ou il ne sera pas. Donc, c'est aussi un appel à vous, travaillez, fournissez des solutions et je pense que je vais passer la parole à vous et je reste à votre disposition pour des questions tout à l'heure. Merci. Bonjour, merci Sven pour cette introduction. Avec Cécile ensemble, on va parler un petit peu aussi du numérique, en effet. Donc c'était une très bonne transition. Merci beaucoup pour ça. Donc nous sommes là avec la European Champions Alliance, une association à but non lucratif qu'on a créée l'année dernière, en février 2020. Non. Dans l'autre sens? Non, dans l'autre sens? Ah, c'est comme ça. D'accord. Ok, très bien. Donc, moi-même, donc Andrea, je suis une des fondatrices et la secrétaire générale de l'association aujourd'hui. Et Cécile, qui se présentera aussi dans un petit instant et qui est aujourd'hui leader de notre focus group sur le Green Tech. Donc, qu'est-ce que c'est le European Champions Alliance? Donc, comme je disais, c'est une association à but non lucratif qui a été créée par un groupe d'entrepreneurs l'année dernière avec la conviction qu'on a encore du chemin à faire pour avoir un vrai écosystème de la tech européenne. Parce qu'on a des écosystèmes qui sont très nationaux aujourd'hui, en France, en Allemagne, en Suisse, en Autriche, aux Pays-Bas. Et on avait l'impression que nous, tous entrepreneurs, moi-même étant allemande et vivant en France, Cécile, française, vivant en Allemagne, qu'aujourd'hui, on a quand même encore pas mal de ponts à construire. Et donc, c'est pour ça qu'on a créé cette alliance. Donc, l'objectif, c'est de créer des liens entre les entreprises en Europe, entre les startups, entre les PME, les grands groupes, entre eux, de vraiment créer un vrai écosystème de la tech européenne, mais basé vraiment sur la collaboration des entreprises. Donc, on ne fait pas du lobbying, on ne fait pas des suggestions à Bruxelles, on a vraiment envie que les entreprises travaillent plus ensemble. Et donc, ça, c'est évidemment aussi le cas dans les activités de l'écologie.
Donc, excusez-moi, ça va un peu trop vite. Donc, notre vision, c'est qu'on a un vrai écosystème européen de la tech, qu'on a des vrais grands champions de la tech européenne face aux États-Unis et la Chine, évidemment, mais qu'on mette tous en place pour que ces entreprises puissent grandir très rapidement et surtout devenir des leaders européens, parce qu'on a besoin des sociétés vraiment très fortes en Europe aujourd'hui. Donc, c'est cette communauté qu'on est en train de créer dans des secteurs clés aujourd'hui en Europe qui sont importants pour nous et nos valeurs, évidemment, autour de la coopération, l'innovation, l'échange et l'ambition européenne. Donc, les différentes personnes qu'on connecte aujourd'hui, c'est évidemment les tech providers, donc les startups, les scale-ups surtout, donc ceux qui sont déjà en train de se développer à l'international, les investisseurs, les grands corporates, les entreprises du Mittelstand allemand ou des PME en France, évidemment, et un certain nombre d'autres partenaires dans l'écosystème qui ont envie de travailler ensemble pour faire grandir des entreprises. Donc, on a créé dès le départ des focus groups. Ça veut dire qu'on a aujourd'hui 8 focus groups qui sont en train de tourner chez nous, si on peut dire ça comme ça. La première, c'était la cybersécurité, suivie par l'industrie 4.0, le health tech, un certain nombre de groupes, et aussi, évidemment, la green tech, le groupe qui est donc géré par Cécile aujourd'hui. Donc ça, c'est un extrait de nos membres. Donc on a des membres corporate comme Thales et Infineon. On a aussi un certain nombre de membres start-up et scale-up qui font partie de notre écosystème et qui échangent tous les jours autour de la tech européenne avec nous et surtout entre eux. Voilà. Et là, je passe la parole à Cécile, qui est avec moi aujourd'hui et qui va vous parler davantage de notre groupe sur la green tech. Merci. Je vais essayer aussi de ne pas me casser la figure. Ça marche? Oui. Bonjour à tous, merci beaucoup aussi pour l'introduction, merci à Sven et merci à la BPI aussi pour avoir la possibilité aujourd'hui de présenter notre travail. Oh oui, encore plus proche, c'est mieux. Donc voilà, comme Andrea l'a dit, je suis experte en internationalisation et en business development et également la lead du groupe Green Tech Focus Group au sein de l'OCA. Green Tech, je vais commencer par une petite définition. Pour nous, la Green Tech, et on l'a défini au début, c'est en fait, notre travail va se concentrer sur toutes les nouvelles technologies, les nouveaux business models qui soutiennent la transition vers une économie dite sustainable, durable ou plus respectueuse de l'environnement. Notre travail, et donc Andrea l'a dit, s'adresse donc essentiellement à des acteurs qui veulent soutenir cette transition, à des acteurs qui veulent soutenir la croissance de champions Green Tech européens. Donc aujourd'hui, je vais vous parler un petit peu de ce travail. Je vois le temps aussi qui passe. Si jamais on n'a pas le temps de parler de tout, on est vraiment disponible pour des questions. Vous avez nos contacts. Alors, peut-être un petit peu d'histoire. L'année dernière, quand on a commencé le groupe, quand on l'a lancé, on a réuni une dizaine d'experts franco-allemands du Green Tech et on leur a demandé de divers backgrounds d'ailleurs, ingénieurs, professeurs, consultants, corporate. Et on a essayé en fait de réfléchir au sujet critique de la Green Tech, au sujet critique au sein de cette transition et de comparer avec le travail que nous faisons à l'ECA, les éléments que nous sommes capables d'adresser et les éléments où nous pouvons ajouter de la valeur. Comme a dit Andrea, évidemment, nous n'avons pas des ambitions politiques. Donc, nous avons mis tout ça en relation et il en est émergé en fait trois directions que vous voyez ici. La première, Standards Frameworks. Et alors vous avez peut-être remarqué au début de mon intervention, j'ai donné une définition de Green Tech. J'ai donné ma définition, j'ai donné une autre définition. Et ça dénote une partie du problème que nous avons aujourd'hui. C'est-à-dire, il n'y a pas de définition de Green Tech, il n'y a pas de définition de Clean Tech, il y a beaucoup de choses qui se sont passées. Il y a beaucoup de standards, il n'y a pas de standards. Chacun entend en fait les standards comme il le veut. Chacun entend les définitions comme il le veut. Quand on prend l'exemple de l'ISR, par exemple, c'est énormément dans la presse en Allemagne en ce moment. Toute une partie du problème vient du fait que nous n'avons pas de définition commune. Donc, un des grands dangers, c'est qu'on fasse beaucoup de choses. En France et en Allemagne, c'est dans le coin nous travaillons, nous voyons beaucoup de choses qui se font, et c'est bien. Mais le grand danger, c'est que nous nous éloignons de la science, des données scientifiques, et que nous fassions le mal. C'est un peu schématique, mais c'est une grande partie du problème. Donc, au final, il ne faut pas perdre de vue que cette transition, l'essentiel, c'est qu'elle se fasse
à partir de données et à partir d'approches scientifiques, ce qui est oublié aujourd'hui. Donc nous, que pouvons-nous faire à notre niveau de l'OCEA? Nous pouvons informer, nous pouvons éduquer, nous pouvons connecter les acteurs, les grands corporates, les acteurs du monde des affaires avec des acteurs de l'innovation qui se basent sur les sciences. Donc très souvent, les startups avec lesquelles nous parlons ont des climatologues, météorologues, ingénieurs, etc. dans leurs équipes. À titre d'exemple, ce que nous avons fait pour attaquer ce premier domaine, c'est par exemple un webinaire en septembre avec une banque, la BNP Paribas, et deux acteurs donc du monde du start-up qui travaillent dans le carbon accounting, une française et une allemande d'ailleurs en l'occurrence, où nous avons fait un webinaire informatif, où nous avons parlé, je ne sais pas ceux d'entre vous qui ont entendu parler de la Net Zero Banking Alliance, pour comprendre un petit peu plus ce qui se cache derrière, ce qui est fait, quelles sont les mesures mises en place. Et une partie que nous avons comprise aussi, c'est qu'il y a des difficultés dans les mesures. Quand on commence à décarboner, quand on dit qu'on décarbone, il faut d'abord un consensus et après il faut pouvoir le mesurer. Donc c'est ça qui est assez important et c'est notre travail, et donc ce travail d'information, mais également de connexion. Nous connectons les acteurs ensemble, nous donnons une visibilité, nous voyons aussi comme plateforme pour les startups pour avoir une visibilité européenne, en l'occurrence c'était très franco-allemand. Le deuxième domaine dont nous avions discuté il y a un an et qui a émergé, et est un problème d'ailleurs qui est assez récurrent pour des startups scale-up, surtout quand on veut croître de manière assez rapide, c'est l'accès au marché, l'accès au financement. C'est d'autant plus important en fait dans le monde de la green tech, car il ne faut pas oublier, quand on réfléchit à des produits ou des services dans la green tech, ce sont des produits et des services qui vont mettre énormément de temps à venir sur le marché. Donc, on a un temps de recherche, on a un temps aussi d'essai des prototypes. Ça prend énormément de temps. Et tout ce temps, mais forcément, il faut le financer. Et c'est très difficile, parce que les corporates doivent continuer, même s'ils veulent entrer en partenariat avec ces entreprises, doivent aussi fonctionner, sinon la solution ne sera pas durable si les corporates ne sont plus là. Donc, et ça, c'est un problème que nous avons identifié, bien sûr, pour toutes les startups scale-up, mais d'autant plus pour les green tech. Alors, là encore, que faisons-nous au sein de l'OCEA ? Et là encore, je vais dire transparence. Nous avons par exemple lancé une série de webinaires en septembre où nous présentons des solutions de financement. Nous avons appelé ça Financing Beyond VC, c'est-à-dire, évidemment, la VC est très présente, on en voit beaucoup d'acteurs, mais il y a d'autres possibilités au-delà de la VC et surtout aussi par les acteurs publics, notamment avec le EU Green Deal. Donc, nous avons commencé notre premier webinaire en septembre avec Horizon Europe et nous espérons les prochaines. Nous avons d'autres séries qui vont continuer. Là encore, le but est d'informer le plus possible et de connecter, et en l'occurrence ce sont les partenaires plutôt financiers, avec des startups scale-up. Dernier point. Network. Et ça, Andrea l'a dit, de toute façon, c'est vraiment la mission et la vision de l'OCEA, c'est de pouvoir connecter tous les acteurs ensemble. Et là, aujourd'hui, j'aimerais vous montrer un petit travail qu'on fait par ici, parce qu'on a évidemment bien reconnu, surtout pour une expansion européenne et une croissance de start-up en général, il faut le réseau. Alors, ce qui est très particulier dans la Green Tech, c'était notre hypothèse, c'est ce que nous sommes en train d'analyser, un gros travail, c'est de dire, comme dans la transformation digitale, à l'époque où on a vu en Europe des clusters se former sur les spécialisations, comme par exemple Crypto Valley en Suisse, notre hypothèse est de dire, nous allons voir la même chose en Europe en ce qui concerne la Green Tech. Alors, nous travaillons avec une entreprise partenaire, Motherbase, et avec cette entreprise partenaire, nous avons la possibilité d'analyser un certain nombre de startups. Pour l'instant, nous n'en avons analysé que 1857, si je ne me trompe. Essentiellement dans le monde franco-allemand, parce que c'est là où nos réseaux sont plus importants, mais nous cherchons évidemment à agrandir cette base de données. Ce qui est intéressant, c'est que cette base de données est une base de données dynamique, c'est-à-dire ce n'est pas comme la plupart des slides qu'on a vus les derniers mois, en Allemagne on en a vu beaucoup, de VC qui vont faire un mapping de certaines entreprises, et puis bon, au bout de 10 jours, le slide PowerPoint ne sera plus up-to-date. Nous, ce que nous essayons de faire, c'est de répertorier vraiment ces données et de chercher justement ces clusters. Pourquoi ? Tout simplement parce que l'idée est d'aider les startups, les scale-up et tous les acteurs à trouver où s'implanter. Donc par exemple, si nous ne faisons pas ce travail d'analyse
au début, comment aider une start-up, par exemple nantaise, à dire, mais voilà, le cluster qui serait intéressant pour toi se situe, je dis n'importe quoi, à Cologne. Parce que l'intérêt, évidemment, il y aura plus de concurrence, mais l'intérêt est aussi d'avoir un réseau présent, une infrastructure présente, des partenaires financiers aussi présents, des partenaires corporate qui vont vouloir aider à tester cette solution. Et c'est ce qui va nous permettre aussi de grandir beaucoup plus vite, de croître beaucoup plus vite. Et au final, c'est ce que nous voulons, surtout dans la green tech. Donc, pour présenter mon travail, je vois l'heure qui tourne, donc je vais essayer de faire vite. Nous avons pris finalement les catégories en fait, du EU Green Deal. Vous voyez, il y en a plusieurs, en fait, food system economy, circular economy, etc., etc. Et nous avons essayé de déjà clusteriser ces entreprises, ces 1857 entreprises, pour avoir une première base de données, une première analyse. Dans cette première analyse, ce qui est intéressant de voir, c'est que nous avons, par exemple, au niveau européen, et là encore, ce sont des résultats préliminaires, à ce moment, hein, si jamais quelqu'un désire aider ou se joindre à nous, nous serions ravis pour de l'aide, pour avoir une analyse encore plus fine. Ce que nous voyons au début, c'est que nous avons ici environ 10%. Alors attention, on n'arrive pas à 100% tout simplement parce que certaines entreprises de la Green Tech donnent plusieurs spécialités. Hein, pour les matheux qui se demandaient déjà. Pour les 10%. Donc ce qui est intéressant, pour en revenir à ce que je disais, on voit beaucoup de travail qui est fait ici dans l'énergie, beaucoup de travail qui est fait dans tout ce qui est circular economy, mais moins, par exemple, dans tout ce qui est food tech, ag tech. Là encore, des résultats préliminaires, mais c'est assez intéressant de voir qu'il y a encore de la place pour le développement. Après, ce que nous avons voulu faire, c'est regarder au niveau régional. Est-ce qu'on commence à voir ces premiers clusters? Est-ce que c'est possible d'en voir se dessiner? Alors, la réponse qui est assez intéressante, et au final, vous allez me dire oui, ça peut tomber sous le sens que la France soit un peu plus présente dans le food system et l'Allemagne dans l'énergie et la mobilité. Mais ça nous prouve bien que notre hypothèse est en train d'être validée. Donc nous commençons à voir certains pays qui développent plus certains domaines que d'autres. Et là encore, nous n'avons analysé que 18 000, ce serait bien, 1857 startups scale-up. Et nous attendons, en fait, l'analyse, la machine tourne tout le temps, donc nous attendons des résultats un peu plus actuels. Mais ce qui est intéressant, c'est de commencer à voir ceci, par exemple. Si je reprends Food Tech, Ag Tech, ça veut dire que ces pays-là ont un peu plus développé déjà les clusters, ont un peu plus développé, ont un réseau plus développé d'investisseurs, par exemple, qui s'y connaissent plus, donc où en fait tout sera beaucoup plus rapide pour développer le business. Donc voilà, je vais arrêter là pour peut-être prendre encore une question si on a le temps. Mais en tout cas, c'est un peu le travail qu'on voulait vous montrer aujourd'hui. Tout ce qu'on fait, on sera ravis si vous avez des commentaires, si vous avez des questions, si vous voulez nous joindre, si vous voulez nous aider à continuer cette analyse et surtout à contribuer à soutenir la croissance européenne du monde du Green Tech. Merci beaucoup. Bon, merci beaucoup à tous les intervenants et intervenantes. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle ? Non. Pas de questions pour le moment. Ah oui. Allez-y, Nathalie. Juste une question sur votre analyse des financements, la présentation des financements européens. Tenez-le bien près. Vous entendez, voilà. Sur les financements, sur votre analyse des financements, est-ce qu'il y a une brique financement de l'hydrogène ? Voilà, la question était, est-ce que nous avons analysé les possibilités de financement spécifiquement pour l'hydrogène? Alors, excellente question, pas encore. Mais exactement, c'est ce qui est exactement prévu. Donc l'idée, c'est vraiment de continuer en fait dans ces clusters. Si je reprends, donc on avait une rubrique énergie par exemple. Je vais essayer de ne pas me casser la figure. Ici, dans l'énergie, l'idée après, en fait, dans cette analyse, c'est de creuser l'analyse à partir du moment où nous aurons les clusters et à partir de ce moment-là, où nous analyserons bien entendu les programmes d'accélération, les programmes d'incubateurs, les programmes de financement, exactement, et évidemment, et les acteurs aussi. Mais c'est un travail qui prend du temps, malheureusement. Donc, si vous voulez vous joindre à nous, avec plaisir. Et vous pouvez nous contacter soit sur LinkedIn, donc Andrea Vaughan ou Cécile Garcia, ou sur welcome@european-champions.org. N'hésitez pas à nous écrire.
Merci beaucoup. Möchten Sie noch was dazu sagen? Nee, okay. Oui, allez-y. Klar. Juste une question simple. Vous avez montré qu'il y avait plusieurs adhérents de l'association. Comment vous les recrutez? Ils viennent à vous? Comment ça se passe? Je peux Alors, soit les premiers adhérents, évidemment, sont venus via notre réseau parce qu'on les connaissait. Après, on fait énormément de communication et surtout aussi les mappings comme celui qui est en train d'être fait dans le Focus Group Green Tech nous aide beaucoup à les identifier déjà parce que c'est un petit peu aussi notre propre étude de marché. Et après, on va tous les contacter. On va les contacter soit par mail, soit via LinkedIn pour qu'ils viennent, prennent connaissance de notre association, de nos actions et pour qu'ils viennent nous voir pour adhérer. Donc pour adhérer chez nous, il y a une rubrique sur le site web où vous pouvez vous renseigner. Pour les startups, c'est pas très cher, c'est entre 500 et 800 € par an. Donc c'est tout à fait abordable même pour une startup ou pour une scale-up. Et comme ça, c'est une adhésion à l'année. Merci Mathieu pour la question. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, allez-y. Bonjour à toutes et à tous. Ma question concerne donc un petit peu vos besoins actuels. Quels sont les besoins pour aller plus loin? C'est de la main-d'œuvre finalement pour traiter la donnée. C'est des partenaires pour essayer de faire avancer le réseau et le mapping des clusters. Quels sont les besoins? Je suppose que la question est dirigée essentiellement pour l'analyse que j'ai montrée. Voilà. Mais en fait, si vous voulez, la machine, comme je l'appelle, de Motherbase, le temps qu'il nous faut, c'est d'entrer. En fait, elle fonctionne par ce qu'on appelle Catalyst, c'est-à-dire qu'on va prendre, on va pas entrer les startups une par une, ça prendrait beaucoup de temps, beaucoup trop de temps. L'idée, c'est de trouver en fait ces startups par connexion à des grands corporates, des grandes VC, des grands incubateurs, accélérateurs. Donc, ce qu'on fait, on essaie de mapper déjà ça au sein de l'Europe. On a pris, donc c'est pour ça qu'on a fait essentiellement d'abord la France et l'Allemagne. On a pris le DAX, par exemple. On a pris tous les accélérateurs que nous connaissions de notre propre réseau, toutes les VC. Et après, en fait, la machine fonctionne via donc des données d'abord qui sont publiques, via LinkedIn et Twitter. Donc, si vous voulez, en fait, on intègre un fichier Excel où nous avons listé toutes ces entreprises, donc je sais pas, par exemple BMW, où nous mettons le site web de BMW, le Twitter account, le LinkedIn account, et à partir de ça, la machine, bon, je ne suis pas spécialiste, hein, mais la machine fonctionne de telle manière qu'elle est capable de repérer tous les liens qui ont été mis publiquement sur Twitter ou LinkedIn. Ce qui fait que comme cela, nous arrivons à trouver tous les liens avec les corporates et les liens entre... En fait, ce qui est intéressant après dans l'analyse, si on creuse encore plus, c'est de voir les liens entre les startups entre elles, les liens entre les corporates. En fait, si vous voulez, je pense que c'est une source infinie en fait de possibilités d'analyse qui ira dans toutes les directions. Mais évidemment, la difficulté pour l'instant et l'aide, pour en revenir à votre question, ce serait tout ce genre de, en fait, qu'on appelle catalyste, de les lister. Et après, évidemment, c'est de faire le travail d'analyse. Et j'ajouterais peut-être à ça, c'est que nous, au sein de l'association, donc on est tous des bénévoles, sauf les stagiaires qui travaillent avec nous. Donc on a besoin des gens qui nous aident à faire les analyses, à écrire les textes, à faire la publication, à faire la communication, à faire l'acquisition des nouveaux membres. Donc si vous avez envie de vous engager chez nous, il n'y a pas de souci. On a assez de travail pour les 20 ans qui viennent, je pense. Donc avec grand plaisir. Donc... Il y a encore une dernière question peut-être? Alors, alors malheureusement on n'aura pas le temps, mais n'hésitez pas à les poser de manière informelle, les intervenants et intervenantes. Merci à tous en tout cas. Je vous remercie tous et merci beaucoup.